Hier, dans le train, après avoir relu mes notes, après avoir dormi un petit peu, j'ai cherché un livre à télécharger sur mon portable. Et là, je le dis à ceux qui sont à Valence, mais mon mari qui est à Strasbourg en train de me regarder, il est en train de se dire « mais elle ne sait pas faire ça, elle est nulle en informatique ». Et oui, mon chéri, j'y arrive. Donc j'ai cherché un livre, et vous savez comment c'est, on scrolle un petit peu, on lit les résumés, on se dit « bon, lequel va faire tilt à un moment donné ?» Et j'ai lu ça. Mon père m'a appris à travailler dur, à rire souvent et à tenir parole. Ma mère m'a appris à penser par moi-même et à faire entendre ma voix. Tous les deux ensemble, dans notre petit appart, ils m'ont aidé à saisir ce qui faisait la valeur de notre histoire, de mon histoire. Même quand elle est loin d'être belle et parfaite, même quand la réalité se rappelle à vous plus que vous ne l'auriez souhaité, votre histoire vous appartient. Et elle vous appartiendra toujours. À vous de vous en emparer. Michelle Obama. Et c'était un vrai petit clin d'œil pour moi de lire ça hier dans le train. Je me suis dit, nous emparer de notre histoire, eh bien, c'est exactement ce dont il est question cet après-midi. Ce que j'aimerais démontrer, c'est qu'on ne peut pas ignorer notre histoire, que notre vécu a une incidence directe sur le rapport à nous-mêmes, notre rapport aux autres et donc forcément sur notre leadership. On va faire une première partie en 3 points, assez rapide. On va voir ensemble pourquoi c'est important d'aller jeter un œil sur notre histoire. Puis, on va voir 2 risques, parmi d'autres certainement, à ne pas le faire. Et on va balayer rapidement tous les bénéfices à le faire. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, qui va être le cœur de mon message, vous allez expérimenter en direct live une relecture de votre histoire. Fini la théorie, ça va être de la pratique cet après-midi. Et on va le faire en 4 étapes. Donc, tout à l'heure, vous allez partir avec une expérience immédiate et un guide pour prolonger cette expérience et l'approfondir. OK? Vous êtes avec moi? Balance, partout ailleurs, stylo en main. Première partie, importance de cette prise de conscience. De notre famille, on a hérité des gènes, des habitudes, des traits de caractère, mais aussi une histoire. Et j'espère que dans votre histoire, il y a des choses magnifiques, de belles expériences, des temps de qualité, qui vous ont porté, qui vous ont permis de développer des talents, des compétences, des ressources sur lesquelles s'appuyer. Et vraiment, j'ai envie d'encourager chaque personne à aller explorer cette richesse familiale, à explorer les richesses de votre héritage. Mais ce n'est pas le sujet de cet après-midi. Comme aucune famille n'est parfaite, chaque famille a aussi ses non-dits, ses carences, ses manques, voire ses épreuves, ses traumatismes, ses blessures, qui ont laissé des traces dans nos vies sous forme de fragilité, de fêlures plus ou moins importantes. Et je crois que je peux affirmer cet après-midi, sans prendre le risque de me tromper, qu'aucun de nous n'est arrivé complètement intact dans la vie adulte. On a tous des cracks quelque part, plus ou moins. Et c'est sur cet aspect-là que nous allons nous arrêter cet après-midi. Parce que c'est dans ces fragilités que le bas blesse. Pourquoi? On ne va pas faire de cours de psycho. Je vais vous donner juste un repère que vous allez comprendre, c'est assez facile. Notre réflexe naturel, humain, psychologique, retenez le mot qui vous parle, c'est de nous protéger quand nous sommes blessés. Logique. OK? Et cette protection que nous avons mise en place dans notre enfance, dans notre jeunesse, nous a permis de, entre guillemets, survivre pour arriver tant bien que mal à la vie adulte. Je crois que Dieu nous a donné juste un psychisme extraordinaire
qui rend un enfant capable d'ériger un mur de protection autour de lui pour se protéger d'une souffrance trop grande, trop immense. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'adultes, ces mécanismes de protection que nous avons mis en place, enfants ou jeunes, sont tellement intégrés, sont devenus tellement nous-mêmes que nous nous en rendons plus compte et ils viennent se mettre en travers de notre relation avec les autres. Ce qui nous a servi enfant nous dessert en tant qu'adultes. Ce qui nous a servi en tant qu'enfants à nous protéger nous dessert aujourd'hui très souvent dans nos relations avec les autres. Voilà le premier point. Pourquoi c'est important d'aller jeter un œil sur notre histoire. Les risques. Risque numéro 1, si je n'ai pas de recul sur moi-même, si je ne prends pas le temps de relire mon histoire, il y a le risque de ce que j'appelle des mines cachées ou des bombes à retardement, comme vous voulez. En fait, ces blessures, ces fragilités dans notre vie adulte vont être activées chaque fois que je vais me trouver, ou potentiellement activées, chaque fois que je vais me trouver en situation de stress, de tension, de pression, d'échec. Et si j'en crois Greg Krechel ce matin, stress, tension, pression, ça fait partie de la vie normale d'un leader, entre autres. Si je n'ai pas conscience de mon histoire et des enjeux, conséquences dans ma vie, ça va me piloter à mon insu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ma conduite va être régie par des émotions ou des instincts d'autoprotection et non pas par mes convictions profondes. Je vais réagir au lieu d'être dans la relation. Alors, je vous donne un exemple pour que ce soit clair, cette notion de réaction au lieu d'être dans la relation. Vous êtes leader, vous avez votre équipe, et dans une réunion, il y a un de vos collaborateurs qui ose comme ça vous remettre frontalement en question sur une de vos décisions. Si vous êtes en réaction, vous n'allez pas essayer d'entendre ce qu'on est en train de vous dire. Vous allez être sur la défensive. Vous n'écoutez pas. Vous allez même contre-attaquer et lui rappeler « la dernière fois, toi aussi, tu as sur ce coup-là, et puis les défauts X ou Y. » C'est ça, réagir, au lieu d'être dans la relation. Alors, comme j'ai affaire à un public chrétien, vous allez peut-être vous dire « Mais Yolande, ça c'est pour les autres. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, nous, on n'est pas comme ça. N'est-ce pas? Nous sommes une nouvelle créature. Pas du tout gouvernée par notre passé. Notre passé, il est derrière. Mais dans mon expérience personnelle de cheminement et dans mon travail d'accompagnement des personnes, je sais que nous laissons rarement le Seigneur aller travailler et toucher nos blessures profondes. Et pour reprendre une expression de Simone Paco, nous ne sommes pas évangélisés dans nos profondeurs. Malheureusement, ou heureusement, il nous faut souvent une crise. Une crise, c'est quoi? Une crise dans le travail, dans la famille, une crise psychologique, une crise spirituelle. Il nous faut prendre un mur pour accepter d'aller regarder quelque chose qui ne va pas ou de se remettre en question. Alors une crise, ça peut être quoi? Un mur, ça peut être un burn-out, une menace de divorce. Même le mariage peut être une crise, parce que quand on se marie, tout change. Et ça crée des flottements. Une scission dans mon église, parce qu'il y a une partie de mon assemblée qui part avec quelqu'un d'autre ou qui n'est pas d'accord avec moi. Toutes sortes de crises dans nos vies. Risque numéro 1, existence de mines cachées de bombes à retardement. Risque numéro 2, si je n'ai pas ce recul sur moi-même, je cours le risque qu'il y ait un grand écart entre ma connaissance théorique et ma réalité vécue. Entre ce que je sais et ce qui se passe dans ma vie. Alors ça, c'est valable pour tout le monde. J'accompagne beaucoup de couples dans mon travail. Bien sûr, quand les couples viennent me voir, c'est qu'il y a un problème. Et ces couples
souvent ont une connaissance théologique parfaite. Ils savent tout ce qui est écrit dans la Bible, mais c'est comme désincarné. C'est comme si dans leur vie relationnelle, il n'y avait pas de lien, pas de connexion. Et pour rester sur le thème du leadership, ça voudrait dire quoi ce grand écart? C'est peut-être quelqu'un qui a été formé au management, qui connaît les risques, les enjeux du leadership, mais tout est intellectuel. Et il y a un décalage entre ce que je sais, ce que je professe, et ce que je vis dans mes émotions et mes comportements. Et je donne un exemple. Je connais un leader qui a participé à plusieurs SML, qui a tout particulièrement été interpellé par la conférence de Joseph Greny sur le thème « Gérer les conversations cruciales ». Pour ceux qui étaient à l'époque, peut-être vous vous souvenez. Et qui évite toujours autant les conflits dans son leadership. La personne sait des choses, elle a les outils, mais moi je crois qu'il y a dans sa vie un angle mort, des pans de sa vie qu'elle n'a jamais visités ou qu'elle n'a jamais regardés en face. Et du coup, tout ce savoir ne l'aide pas concrètement dans la gestion des conflits. Donc, risque numéro 2, grand écart entre connaissance théorique et ma réalité vécue. Troisième point, les bénéfices de ce cheminement pour un leader. Je ne vais pas approfondir, je vais faire en vrac, en mode teasing, pour vous donner envie d'aller plus loin. Quel bénéfice le leader va-t-il retirer de cette démarche de recul sur soi? Il sort des illusions sur lui-même de manière apaisée. On peut sortir de nos illusions sur nous-mêmes, mais être très amer. Il va devenir une personne plus attentive, plus présente aux autres, car moins préoccupé de soi, moins centré sur son nombril. Il sera dans une juste relation aux autres, distinct sans être distant. Il sera mieux capable de faire face aux attentes de son entourage. Il sera moins déstabilisé par les réactions des autres. Il saura prendre plus facilement du recul dans les situations compliquées. Il aura une meilleure conscience de lui-même, de ses valeurs, de ses forces, de ses faiblesses, et il sera donc moins manipulable. Comment on peut être manipulé? Soit par la peur avec des menaces, soit par vanité avec des flatteries. Il saura mieux s'affirmer avec respect. Il aura une meilleure gestion des émotions, une meilleure gestion du stress. Ça ne vous donne pas envie, tout ça? Alors, vous remarquez quand même que j'ai dit il pourra mieux, il sera moins, etc., parce que je ne présente pas le leader parfait. C'est un chemin sur lequel on avance et c'est un chemin de vie. Donc, si je récapitule cette première partie, premièrement, c'est important d'avoir du recul sur sa vie, sinon il y aura plein de mécanismes de protection qui vont nous piloter à notre insu. 2 risques majeurs, existence de mines cachées et grand écart entre théorie et vécu. Et puis plein de bénéfices à être un leader avec une meilleure conscience de soi. Deuxième partie. Rendez-vous avec vous-même en 4 étapes. Pendant les 30 ou 40 minutes qui me restent, je vais vous poser plein de questions. Plein de questions. Vous pouvez sortir vos stylos si vous ne les avez pas sortis encore parce que vous allez travailler maintenant. Ces questions sont un guide de relecture. Parce que parfois, les personnes me disent « mais oui, revenir sur ma vie, mais je ne sais pas trop comment ». Et cet après-midi, j'avais vraiment envie de vous laisser un guide. Ce n'est pas complet, bien sûr, mais c'est déjà de grosses lignes. Dans le livret, dans la partie pour aller plus loin, vous avez le plan des différentes parties. Alors, j'ai bien conscience que vous ne pouvez pas écouter et en même temps réfléchir à fond à toutes ces questions. Ce que je vous demande, c'est juste d'être attentif, attentive. Et si quelque chose revient, notez peut-être 1 ou 2 mots qui vous permettent d'y revenir plus tard, après ce SML, et de l'approfondir. L'idée clé, c'est de faire des ponts entre hier et aujourd'hui dans votre histoire. Je vais étayer cette intervention d'un témoignage personnel et aussi de plein d'anecdotes tirées de mes accompagnements, de manière totalement anonyme, bien sûr. Il n'y aura pas de temps de réflexion à la fin, comme jusqu'à présent, mais des prises de notes tout le long. Okay? C'est juste, vous réfléchissez, vous notez au fur et à mesure.
Première étape. Donc dans votre carnet, il y a écrit inventaire spontané de mes problèmes en tant que leader. Donc là, je vais vous laisser 30 secondes, 1 minute, pour réfléchir à un ou deux aspects de votre, je sais pas, de votre caractère, de votre comportement dont vous n'êtes pas satisfait. Quelque chose qui vous pose problème, qui vous fait peut-être même souffrir dans votre posture de leadership. Je vous donne des exemples en vrac. Manque de confiance en moi, je suis trop émotive, je ne sais pas dire non, j'ai certaines difficultés relationnelles. Et maintenant, j'aimerais que vous soyez tout particulièrement attentifs aux petites phrases que je vais dire. Et si l'une ou l'autre d'entre elles fait écho, ou pas forcément du mot à mot, mais dans le sens, notez. D'accord ? Je dérange. Je suis de trop. Il n'y a pas de place pour moi. Je déçois encore. Je ne suis pas important. Je n'ai pas de valeur ou j'ai des doutes sur ma valeur. De toute façon, je ne suis pas intéressant. Je suis minable. Je suis nul. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas à la hauteur. Je fais tout de travers. On va y revenir. Donc, on a vu cette première étape, inventaire. Et maintenant, pour les 3 étapes suivantes, on va être un petit peu en entonnoir. Qu'est-ce que je veux dire par là ? On va partir de choses très larges pour arriver à quelque chose de plus pointu. L'étape numéro 2, on va voir les grands domaines d'influence de notre vie. Étape numéro 3, on va se pencher sur les besoins fondamentaux. Et étape numéro 4, on va voir les conséquences au niveau émotion, croyance, comportement. Étape numéro 2, les grands domaines d'influence de ma vie. C'est quoi ? Les grands domaines d'influence sont, ceux que j'ai retenus en tout cas, la famille, l'école, la vie sociale, les expériences vécues, la société. Famille, école, vie sociale, expérience vécue et la société dans laquelle je vis. Et l'idée, c'est que vous essayez de repérer dans quel domaine il y a eu un impact particulier et où vous gagneriez à aller approfondir après ce SML. La famille, vaste sujet. C'est dans le regard de l'autre, et en particulier de celui de nos parents ou des personnes qui ont remplacé nos parents, que nous nous construisons. La manière dont nous avons été accueillis, entourés, dont on a pris soin de nous est déterminante. Alors, je vais faire simple. On peut dire que la maman communique avant tout ce sentiment de profond d'exister, de bien-être et tout ce qui tourne autour de la sécurité intérieure. Le papa affermit plutôt l'enfant dans son identité masculine ou féminine et le conduit et l'équipe pour faire face au monde, affronter le vaste monde. C'est plutôt la sécurité extérieure. Alors bien sûr, ça se tuile, ok ? C'est des grandes lignes. La famille, ce n'est pas seulement papa et maman, c'est la fratrie, les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins. Selon votre histoire familiale, selon votre culture aussi souvent, ça aura plus ou moins d'impact. Alors on va revenir à mes petites phrases de tout à l'heure. Si vous pensez régulièrement des choses du style « je dérange »,« je suis de trop »,« il n'y a pas de place pour moi ». Et bien sûr que ça peut nous arriver à tous et à toutes de penser parfois des choses comme ça, mais quand c'est récurrent, quand ça vient assez souvent dans votre vie, d'accord ? Ces pensées sont révélatrices de ce qu'on appelle des blessures d'existence et qui ont probablement, et j'insiste sur le mot probablement parce que je donne des points de repère, d'accord ? Ce que je dis n'est pas inscrit dans le béton armé, mais ont probablement leur origine dans un événement qui a lieu entre
votre conception et vos 6 mois, et où le bébé va se vivre comme dérangeant, étant de trop ou n'ayant pas de place dans la vie. Je vous donne un exemple. J'accompagne actuellement une dame qui est directrice d'agence bancaire. Et elle réussit bien. C'est une personne qui a un vrai charisme, qui arrive à fédérer son équipe autour d'elle. Et c'est assez génial de l'entendre parler de son travail. Mais très régulièrement, elle est envahie par des pensées du genre « je suis illégitime à ce poste ». Et on ne va pas rentrer dans l'histoire de ces femmes, mais sachez simplement qu'elle a été abandonnée quasiment à la naissance par son papa. Et elle a beau réussir dans la vie, il y a cette mine d'abandon dans sa vie qui explose de temps en temps avec ce type de pensée. Elle est en train d'y travailler. Si vous avez des pensées du style « je déçois »,« je ne suis pas important »,« je n'ai pas de valeur »,« je ne suis pas intéressant »,« je suis minable », ces pensées sont plutôt révélatrices de ce qu'on appelle des blessures d'identité, qui ont probablement leur origine dans un événement qui a eu lieu entre vos 6 mois et vos 6 ans, et qui crée chez l'enfant une sorte de peur, d'appréhension à être soi-même. Je vous donne l'exemple d'une autre dame, poste à responsabilité, qui a été enfant unique jusqu'à ses 6 ans. Puis arrive le petit frère, grossesse difficile, difficulté à être enceinte pour ce deuxième enfant, et puis un garçon, enfin un garçon dans cette famille. Toute l'attention des parents s'est tournée vers ce deuxième enfant. Et cette personne me dit qu'elle a tout à fait conscience que le seul moyen qu'elle a eu d'attirer de nouveau un peu d'attention vers elle, c'était de devenir le petit clown de service. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, à 40 ans, elle est toujours le clown de service, à son poste, avec ses amis. Elle a cette espèce de besoin compulsif, et c'est pour ça qu'elle est en consultation, ce besoin compulsif de faire le zouave avec tout le monde, parce qu'elle n'arrive pas à croire qu'elle peut être juste intéressante par elle-même. OK ? Si vous pensez parfois « je suis nulle », je ne suis pas capable, je ne suis pas à la hauteur, je ne fais pas aussi bien que X, Y, Z, je fais tout de travers, de toute façon, c'est toujours comme ça. Ces pensées-là sont révélatrices de ce qu'on appelle des blessures de capacité et qui probablement ont leur origine, alors bien sûr ça peut déborder, entre 6 ans et 12 ans et qui impactent le droit de se déployer dans ses compétences. Petite nuance, un petit pic pour les pasteurs là. Il peut arriver à tout pasteur d'avoir un paroissien qui va arriver à la fin du culte et qui va lui dire « J'adore regarder tel ou tel prédicateur sur le net. Il est trop génial. » Ça pique un peu, la comparaison. Ok. Ça devient vraiment un problème que quand c'est récurrent, quand il y a, on l'a entendu ce matin dans les conférences, quand il y a ce problème de comparaison tout le temps, et que c'est un vrai problème au quotidien. Une espèce d'insécurité, de doute permanent. On a balayé rapidement le premier point, la famille. L'école, deuxième grand domaine d'influence. Nos professeurs, que ce soit de la maternelle, en passant par l'école primaire, le collège, le lycée, puis la fac, on les a détestés. On s'est moqué d'eux. On les a pris comme modèles. En tous les cas, ils nous ont impactés. Et je fais un coucou à tous les professeurs dans la salle et peut-être ailleurs qui nous regardent. Vous avez une influence incroyable sur la vie des jeunes qui sont en face de vous. Il y a des paroles de profs qui poursuivent les personnes toute leur vie, en positif et en négatif. Je me rappelle cette femme qui est venue me voir, elle avait la 50aine, elle me dit la parole de cette maîtresse qui m'a dit « Vous n'arriverez jamais à rien » est restée gravée au fer rouge. Elle était bloquée professionnellement toute sa vie. Alors bien sûr, ce n'était pas le seul élément, il y en avait d'autres, mais n'empêche que cette phrase était restée. À l'arrière avec les ânes, monsieur me dit ça, il dit « Lui, moi, j'ai été piqué au vif là. Je me suis battue, je suis devenue le premier de la classe. Mais
Il a gardé cette peur de ne pas être à la hauteur. Un directeur d'hôpital à la retraite, qui est venu me voir pour tout à fait autre chose, m'a dit « Je me souviens », donc il avait plus de 70 ans, « Je me souviens de ma maîtresse de CP. C'est elle qui m'a permis d'arriver aussi loin dans ma carrière. » Ma maîtresse a écrit en grand « paresseuse » sur mon cahier de liaison. C'est un mot qui m'a poursuivi toute ma vie. Soit j'y obéissais, soit je luttais contre. L'école, grand domaine d'influence. Maintenant, la vie sociale. C'est quoi la vie sociale? C'est les amis de la famille, les copains, les copines qu'on se fait, la communauté spirituelle, la vie associative, le village, le quartier dans lequel on a grandi. Quelles sont les personnes importantes qui vous ont marqué dans votre vie, en positif ou en négatif? Je pense à ce monsieur que j'accompagne, papa défaillant, alcoolique, qui m'a dit « c'est mon prof de judo qui a permis que je marche droit dans la vie. Ça a été ma figure d'autorité. » Donc famille, école, vie sociale. On se construit aussi à travers les expériences qu'on a vécues. Essais, erreurs, réussites. Alors les expériences sont importantes, mais aussi la manière dont ces expériences ont été accueillies ou validées par ceux qui nous ont entourés. Et on l'a entendu ce matin aussi. Les expériences peuvent être un échec, une maladie, un décès, un chômage, des déménagements répétitifs, un divorce. Une dame me disait, il y a eu clairement un avant et un après mes 14 ans. Quand j'avais 14 ans, mon papa est décédé. Et notre famille a vécu vraiment une insécurité financière suite à ce décès. Et elle me dit, j'ai conscience que je suis devenue carriériste au détriment de ma vie relationnelle, parce qu'il y avait une telle peur de manquer. Puis, importance des valeurs, des normes, de la société, de la culture, de la sous-culture dans laquelle j'évolue. Alors, je vais donner mon exemple personnel. Je suis française, alsacienne. C'est pas pareil, ça vous l'avez remarqué à mon accent. C'est pas pareil que d'être française marseillaise, je pense, on n'aurait pas le même accent. C'est pas pareil de venir du fin fond du Cantal, etc. Je suis française, alsacienne et je suis issue d'une famille de viticulteurs, où la valeur travail était très importante et qui m'a façonnée depuis toute petite. Et on va suivre cette partie de ma vie à travers tout cet exposé. En primaire, je travaillais déjà des journées entières avec mes parents, dans les vignes ou dans la cave. Alors voilà. Étape numéro 2, les grands domaines d'influence. On va boucler. Étape numéro 3, on va aller un petit peu plus loin avec un questionnement sur les besoins fondamentaux. Besoins fondamentaux d'amour, de sécurité, de reconnaissance. Amour, sécurité, reconnaissance. Besoins essentiels dans notre vie, plus ou moins comblés. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de famille parfaite. Et besoins autour desquels on s'est construit. Alors bien sûr, ces questions vont être hyper axées famille, parce que je crois que c'est quand même notre plus grand domaine d'influence. Dans le domaine de l'amour et de l'affection, comment l'amour et l'affection étaient-ils exprimés dans votre famille? Par des mots, des gestes, des services rendus? Et est-ce que vous étiez sûr de l'amour de vos parents, même quand ils étaient furax contre vous, parce que vous aviez fait une bêtise? Comment exprimait-on les émotions dans votre famille? Est-ce qu'elles étaient contenues, réprimées, exprimées? Il y a des familles où certaines émotions sont autorisées et pas d'autres. Il y a des familles où on se met en colère, ça crie dans tous les sens. Par contre, il ne faut pas être triste. Okay? Dans d'autres, il y a une espèce de mélancolie ambiante, mais on n'a pas le droit d'être en colère. Je vous donne un exemple d'un monsieur qui m'a raconté combien son papa était extrêmement violent et battait sa maman
et les 3 enfants dont il faisait partie. Il s'est converti à l'âge de 16 ans et il s'est juré de ne jamais se mettre en colère comme son père. Donc, il ne voulait pas reproduire ce registre émotionnel tellement violent. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas vous couper d'une émotion et de garder les autres. Il s'est coupé de tout. Et aujourd'hui, en tant que mari, mais aussi en tant que chef d'atelier, on lui reproche sa froideur et sa distance. Incidence. Il y a une dame qui me dit « J'ai passé 20 ans à refouler mes émotions. Aujourd'hui, je suis en grande dépression. Personne ne le voit, personne ne le sait. » Alors qu'elle est CPE dans un très grand collège, oui, il me semble. Les émotions. Le domaine de la confiance. Vous sentez-vous en confiance dans votre famille? Pourquoi? Vous encourageait-on à faire confiance? Et là, je vous donne un autre exemple qu'on va garder aussi tout le long de cet exposé. Cette femme qui me raconte quand elle était petite, elle avait grimpé sur un portique de jeu, donc elle était tout en haut. Son papa était en bas et lui a dit « Saute !» La gamine, elle y va, elle saute, son père ferme pas en arrière et elle tombe par terre. Et il lui dit « Ça t'apprendra à ne jamais faire confiance à personne. » Quels sont les mots que vous avez souvent entendus? Sois gentil, sois fort, sois sérieux. C'est pas pour toi. Fais plaisir à ta maman. Arrête de faire tout un plat, etc., etc. Quelles étaient les exigences de vos parents? Et quelles sont les convictions familiales sur les bonnes manières de faire ou d'être qui se sont inscrites en vous? Une personne me disait « Je suis aimée si je me conforme aux attentes de mes parents. » C'était valable quand j'étais petite, c'est encore valable aujourd'hui. Et je me rends compte que je suis soumise et craintive face à la hiérarchie. Quelle était votre place dans la famille? Est-ce que vous étiez l'aîné, l'enfant du milieu, le petit ou la petite dernière? Selon votre place, vous n'avez pas vécu la même chose. Et je ne dis pas qu'il y a une place meilleure qu'une autre. Elles ont toutes des manières différentes de se vivre et des adaptations spécifiques à vivre. Étiez-vous obligé de rentrer dans un rôle pour qu'on s'occupe de vous, pour attirer l'attention? Par exemple, faire des bêtises, tomber malade, faire le clown, comme on l'a vu tout à l'heure, ou bien être très responsable de tout, être la petite princesse de papa, être toujours sage. Une personne me disait « Mes parents avaient déjà assez à faire avec mon petit frère qui était malade et je me suis faite toute petite dans la fratrie. » Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle a toujours un problème de place. Parce que si vous avez joué un rôle dans l'enfance, il y a de grandes probabilités que ce soit encore le cas aujourd'hui, dans votre vie familiale, votre vie relationnelle et à votre travail. Ça, c'était le registre de l'amour des relations. On va balayer rapidement le domaine de la sécurité. Dans le domaine des limites et des règles, était-elle rigide ou laxiste, juste ou injuste, compréhensible, ou bien floue, confuse, changeante? La semaine dernière, j'avais une dame qui me racontait combien, dans sa famille, les règles changeaient en fonction de l'humeur des parents. Et vers la préadolescence, quand elle a commencé à se révolter contre et à dire c'est pas juste là, on lui a dit c'est comme ça, tais-toi et obéis. Et là, elle est en train de se rendre compte combien elle est méfiante vis-à-vis de la hiérarchie. En fait, pour elle, l'autorité n'est pas fiable. Elle se demande toujours ce que ça cache. Et quand est-ce que ça va changer? Est-ce qu'il y a eu des abus verbaux, des abus physiques, des abus sexuels, des abus spirituels? Est-ce qu'il y a eu de la négligence? Parce que si vous avez été négligé, abusé, maltraité, il y a de fortes probabilités que cette négligence ou cette violence qu'on vous a fait subir se soit logée en vous. Et pour moi, c'est indispensable de reconnaître cette part sombre, douloureuse à l'intérieur de nous,
et de l'ouvrir à l'action du Saint-Esprit. Parce que sans quoi, ça risque d'être une mine. D'accord ? Et vous courez potentiellement le risque d'être un leader négligent ou alors avec une attitude dominatrice, violente, abusive. Comment gérerait-on les disputes et les conflits dans votre famille ? Ça vous a préparé ou pas au conflit que vous vivez adulte ? Est-ce qu'il y a eu des carences matérielles ? Nourriture, vêtements, hygiène, un toit. Et quel impact ça a eu sur votre vie ? Dans le domaine de la reconnaissance, la vie dans votre famille était-elle considérée comme belle, même s'il était dur parfois, ou au contraire comme dure, injuste, une vraie galère ? Croyait-on en vos capacités, à votre réussite ? Vous encourageait-on ? Est-ce qu'on vous félicitait ? Est-ce qu'on remarquait quand vous faisiez bien les choses ? Ou est-ce qu'on pointait seulement ce qui ne va pas ? Combien de personnes m'ont raconté ? Quand j'avais une mauvaise note, qu'est-ce que je prenais ? Mais quand j'avais une bonne note, personne ne disait rien parce que c'était normal. Aviez-vous la possibilité d'exploiter vos capacités ? Quels étaient les moments de plaisir, de joie en famille ? Voilà, on a balayé quelques besoins fondamentaux. La manière dont on y a répondu dans votre enfance, jeunesse, vous a construit. 4e étape et dernière. Maintenant, c'est important de prendre conscience des conséquences visibles de ce que j'ai vécu sur moi. Visibles alors par moi, mais peut-être on n'est pas toujours lucide sur soi-même, par les autres. Et puis, dans notre posture de leader aussi. Et on va voir ça dans 3 directions. Le registre émotionnel, le registre des croyances et le registre des comportements. Émotion, croyances, comportement. Ça s'installe au fil des jours et des années qui passent. Et la plupart du temps, complètement à notre insu. Le ressenti. Si je prends mon exemple d'avoir travaillé petite, mon ressenti, je suis capable, et j'étais fière. Je faisais partie des grands. J'étais dans le monde des adultes. Alors ça peut peut-être surprendre, mais je vais avoir bientôt 60 ans et c'était il y a un petit paquet d'années et c'était normal, beaucoup plus qu'aujourd'hui peut-être de travailler. Et puis surtout, j'étais dans un village viticole et tous les enfants étaient logés à la même enseigne. Donc il n'y avait rien d'exceptionnel. Okay, mais c'était quelque chose, je crois, globalement, qui était plutôt positif en termes de ressenti. Et mes parents avaient le sens de la fête. Le travail dans la vigne, dans la cave, c'est un travail cyclique. Et on avait l'habitude de fêter chaque fois qu'on était au bout d'un cycle. Voilà. Donc ça nous donnait tout à fait une façon presque joyeuse de voir le travail. Si je prends la personne qui a sauté et son papa l'a laissé tomber par terre, 30 ans après cette expérience, elle pleurait encore en me le racontant. Et là, le ressenti, c'était une douleur sans nom, un sentiment de trahison et d'abandon terrible, qui était encore très, très présent. Et vous ? Quelles sont les émotions qui dominent aujourd'hui quand vous regardez votre histoire ? Peut-être que là, de toute façon, c'est beaucoup trop rapide. Mais quand vous y reviendrez, quelles sont les émotions qui dominent dans votre vie ? Souvent, on a conscience que de sentiments soit de bien-être, soit de mal-être. Mais on ne prend pas le temps d'aller nommer vraiment les émotions. Or, nous avons toute une palette d'émotions. Et chaque émotion nous donne une indication différente sur notre état intérieur. Ce n'est pas la même chose d'être triste ou d'être déçu. Ce n'est pas la même chose tout à fait d'être en colère et d'être frustré. Ce n'est pas la même chose d'être abattu ou désespéré, d'avoir le trac ou d'être complètement paniqué, etc., etc. Les croyances. Qu'est-ce que c'est une croyance ?
Là, je ne suis pas dans le registre purement spirituel. Les croyances, c'est l'ensemble de nos convictions personnelles, tout ce que nous considérons subjectivement comme vrai. J'insiste sur le mot subjectivement parce que ce n'est pas parce qu'on croit très fort quelque chose que c'est vrai. Les croyances, elles découlent de notre expérience vécue, de notre éducation, de nos habitudes. Il y a les croyances positives, boostantes, qui nous tirent vers le haut, qui nous aident. Par exemple, si vous pensez il n'y a pas d'âge pour réussir, je peux rendre le monde meilleur, ben ça va vous aider. Et il y a les croyances négatives, limitantes. C'est quoi? C'est un frein qui nous empêche de vivre, c'est souvent un frein qui nous empêche d'agir. Si vous pensez je ne suis pas digne d'être leur manager, ça ne va pas vous aider. Si vous pensez je suis trop vieux, jeune, timide, je ne suis pas assez quelque chose, ça ne va pas vous aider. Quelqu'un me disait récemment, c'est trop beau pour durer. Comment avoir le courage d'aller plus loin si dès que je réussis quelque chose, j'ai peur de la prochaine tuile qui va me tomber dessus? Une autre personne me disait, s'excuser, c'est se montrer faible. Avec une telle croyance, ça va être dur de résoudre les conflits. Une autre me disait, dire ce que je pense, c'est méchant. Difficile les relations authentiques quand on a ce genre de croyances qui nous pilotent, parfois à notre insu. Expérience personnelle sur le travail. La croyance positive, c'est le travail, c'est la santé. Mon travail n'est jamais vain. Quand on bosse, on arrive toujours à quelque chose. Croyance négative, j'avais un peu de mal avec la détente. La détente, il faut la mériter. Pas question de glander si je n'ai pas beaucoup bossé avant. Ça, ce n'était pas top. Autre exemple, la jeune femme dont j'ai parlé, sa croyance à elle, vous pouvez la deviner, c'est de ne jamais, jamais, jamais faire confiance à un homme. Il peut vous laisser tomber à tout moment. Et vous? Ça me paraît très important d'essayer de réfléchir aux croyances qui pilotent votre vie. Et de ne pas s'occuper de savoir si elles sont justes, fausses, vraies, pas vraies, c'est juste voir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est installé. Les incidences sur le comportement. Dernier point. Les ressentis, les croyances, tout ce qui s'installe en nous, vont devenir notre façon d'être au monde, notre façon de vivre, de tisser des relations et donc d'être un leader. Exemple personnel, ce qui était positif en termes de comportement, une grande force de travail. Partout où j'ai travaillé, en général, on appréciait mon engagement, ma fiabilité. J'étais une bosseuse. En négatif, grandes exigences envers moi-même et aussi envers les autres. Que ce soit dans mon travail social ou dans mes engagements à l'Église, j'ai souvent animé des équipes. Et avec du recul maintenant, quand je regarde, mon leadership était vraiment fait de choses, un mélange de plus ou moins bonnes choses. J'étais, comme je l'ai dit, très exigeante. Je passais la barre haut. Je sais que certains qui sont en train d'écouter sont en train de sourire. La ponctualité, par exemple. Qu'est-ce que je pouvais être agaçante? Vous n'aviez pas intérêt à être en retard avec moi. La préparation. J'ai travaillé longtemps dans l'animation. Pas question d'arriver les mains dans les poches. Il fallait venir et préparer. J'aimais pas les glandeurs. Ils ne faisaient pas long feu avec moi. Je pouvais être dure, cassante, voire méprisante envers les personnes que je ne considérais pas à la hauteur. J'ai un souvenir vraiment pas glorieux, que j'ose raconter. J'ai longtemps dirigé des colonies de vacances entre mes 25 et mes 30 ans. Et je me rappelle un jour où j'ai débarqué le matin dans, je ne sais pas, c'était un étage où il y avait plusieurs équipes et leurs monos, et c'était le gros bazar.
Et je suis arrivée, j'ai poussé une gueulante, comme on dit, et j'ai dit « Punaise, mais à moi toute seule, j'arrive mieux que vous tous ensemble. » Donc j'ai cassé, comme diraient les jeunes, toute mon équipe. J'ai dû rattraper le truc après. Mais juste pour dire, vraiment, j'étais exigeante et je pouvais être cassante. En même temps, j'étais protectrice avec les gens. J'avais une sensibilité aux besoins des personnes. Je prenais soin de mes équipes. Et aussi, en situation de stress, je perdais toute capacité à déléguer. Je prenais tout en main. Et là, pareil, je me souviens d'une situation d'animation. J'avais une équipe, c'était dans le cadre de l'église. On avait préparé un temps d'animation pendant l'école du dimanche. Et puis, il y a eu des événements inattendus et qui ont perturbé notre joli programme. Et dans le stress, j'ai tout pris en main. J'ai complètement squeezé tous les autres. OK ? Pas glorieux. Autre exemple, la jeune femme, dans les conséquences de ce qu'elle a vécu de cet événement-là dans son comportement, c'est qu'elle reconnaît son rôle de séductrice avec les hommes, mais elle ne s'engage pas dans la relation, elle reste dans une position dominante, de façon générale. Et sur son leadership, elle a un poste à responsabilité, elle est énormément dans le contrôle, c'est assez facile à deviner, hein. Elle ne sait pas déléguer et elle ne fait pas confiance, et aux hommes encore moins qu'aux femmes. Et vous, quel est l'impact de votre vécu, de vos expériences sur votre comportement aujourd'hui? Conclusion. Notre enfance, notre histoire, elle est là. C'est le bain qui nous a imprégnés. L'empreinte est présente, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, qu'on ait envie de le voir ou pas. Nos relations précoces avec nos parents, puis toutes les autres figures d'autorité, les expériences dans notre enfance ont un caractère fondamental parce qu'elles vont tracer le chemin des dynamiques relationnelles que nous allons instaurer entre nous et les autres dans notre position de leader. Elles vont tracer le chemin des dynamiques relationnelles que nous allons instaurer entre nous et les autres en tant que leader. Il y a un verset clé pour moi, c'est Hébreux 12, 11. Relevez vos mains qui faiblissent et raffermissez vos genoux qui fléchissent. Faites-vous des pistes droites pour votre course, afin que le pied qui boite ne se démette pas complètement, mais qu'il guérisse plutôt. Et c'est ce que j'ai proposé de faire, là, dans ce petit parcours rapide, mais que vous pouvez reprendre. C'est de repérer ce qui est boiteux dans notre vie. Ça, c'est notre part. Et je crois que dans la Bible, il y a plein de promesses qui montrent que Dieu veut faire sa part dans notre histoire. Je vous en donne juste une. Ésaïe 30, 26. « L'Éternel pansera les plaies de son peuple. Il guérira les blessures entraînées par les coups qu'il a reçus. » Voulez-vous cet après-midi devenir un meilleur leader ? Pas un leader parfait, mais un leader en chemin, qui laisse une influence positive, mature, responsable. Ça veut dire quoi ? Qui accepte de regarder en face son histoire et les marques qu'elle a laissées. Bien sûr, les marques positives et aussi les marques négatives. Qui accepte de se laisser travailler et qui se donne les moyens de changer au-delà de ce SML. Ça veut dire peut-être simplement reprendre les notes que vous avez prises, réécouter la conférence puisqu'elle sera encore accessible, oser déverrouiller là où ça fait mal, se rendre vulnérable auprès de quelqu'un de confiance, oser parler, le cas échéant, chercher de l'aide. Mais je rappelle, on ne change pas les manques, les carences, les blessures de son histoire en positif en un claquement de doigts, ni avec une baguette magique. Ça prend du temps. C'est un chemin et c'est un chemin de vie. On n'a jamais fini. J'ai démarré avec Michelle Obama
emparez-vous de votre histoire. Je vais terminer par une citation de Brené Brown. Brené Brown, qui a été une des oratrices du SML il y a quelques années. S'emparer de son histoire peut s'avérer compliqué, mais jamais aussi difficile que de passer sa vie à la fuir. Faire face à ses blessures et à sa vulnérabilité est risqué, mais de loin pas aussi dangereux que de renoncer à vivre l'amour, la joie et des relations authentiques. C'est seulement quand nous serons assez courageux pour explorer nos ténèbres que nous découvrirons l'incroyable pouvoir de la lumière. Je vous souhaite un leadership courageux et lumineux. Merci de votre attention.